s'installer, puis on y va. Ouais. Bonjour à tous. Bienvenue à notre atelier où nous allons regarder, créer ou reprendre une entreprise, comment choisir. Alors cet atelier va être animé par Isabelle Granger de la CCI, qui est conseillère transmission et reprise, et donc par moi-même, Alexandre Choplin de la Chambre des métiers de l'artisanat de Bretagne. Bienvenue déjà au Salon Entreprendre dans l'Ouest et j'espère que vous allez passer une bonne journée. Alors notre programme de cet atelier. Nous allons regarder en fait un peu comment choisir entre la création et la reprise. On va voir que on va retrouver beaucoup de similarités entre les deux, mais aussi beaucoup de différences entre la création et la reprise. Et donc, c'est un choix qu'il faudra faire par rapport à votre projet. Chaque choix, en fait, est assez juste et est assez bon, mais il y aura des différences. Il faudra bien que vous mesurez en fait, celle-ci pour que vous puissiez prendre vos choix en considération. Je continue ? Ouais. Ah oui, le vote. Alors, on va d'abord faire un petit jeu avec vous. Est-ce qu'il y en a qui souhaitent qui savent s'ils veulent reprendre une entreprise? Est-ce qu'il y en a qui sont déjà dans une optique de reprise? Est-ce que vous pouvez lever la main? 1, 2. Et sur les créations? Ok. Et donc tous les autres, vous hésitez? On ne sait pas trop. Ça dépend des opportunités. Ok. Eh ben on va regarder tout ça. Alors, on va voir que déjà, par rapport à une création et une reprise, on a beaucoup de choses qui sont assez similaires, voire presque. Tout d'abord, le business plan. Business plan, qu'est-ce que c'est? C'est en fait la présentation de votre projet. C'est de savoir où est-ce que vous allez aller. Quelle va être votre clientèle, quel va être votre produit, sur quel marché vous allez aller, quel est votre type de clientèle. Quand je vais choisir en fait de créer ou de reprendre, il va falloir que je sache en fait quel type de clientèle je vais cibler et comment en fait je vais la comprendre, comment je vais pouvoir la toucher, etc. Ça, c'est votre étude de marché, et que je sois en création ou en reprise, en fait, c'est la même réflexion qu'on doit avoir. C'est de savoir aussi la stratégie derrière que vous allez avoir, notamment de communication par rapport à la clientèle que vous avez ciblée. Je ne vais pas communiquer de la même manière par rapport à chaque clientèle. Il va falloir que je cible. Exactement. Et notamment, un conseil que nous avons, que ce soit pour la création ou pour la reprise, n'essayez pas de toucher tout le monde. Plus j'essaye de toucher tout le monde, moins je touche en fait de clients. Essayez de clairement cibler une clientèle cible pour le début, et après vous pourrez élargir en fait votre clientèle. Ou sinon vous serez peu visible et votre clientèle vous comprendra peu en fait ce que vous allez faire. C'est aussi après derrière tout le montage du dossier financier. Le compte du résultat prévisionnel, le plan de financement, comment je vais financer, que ce soit en création ou en reprise, il va falloir que j'essaie de voir en fait qu'est-ce que je vais vouloir en fait financer, du matériel ou du rachat. Est-ce que je vais devoir aussi, même quand je reprends, est-ce que je vais réinvestir en fait dans du nouveau matériel? Tout ça, c'est à réfléchir, et notamment aussi derrière de voir quelle est la rentabilité que vous allez dégager de votre entreprise. Donc, quel est le chiffre d'affaires minimum à dégager pour que vous soyez rentable, et notamment aussi par rapport à votre trésorerie que nous allons voir qui est hyper importante, notamment encore un peu plus par rapport à la reprise qu'à une création. Mais c'est essentiel, quoi qu'il arrive. Alors, pareil pour les aspects juridiques, nous avons plusieurs solutions qui s'ouvrent à vous. Création ou reprise, on va avoir en fait les mêmes questionnements sur quel statut en fait je vais me lancer. On a plusieurs choix. On a soit le nom propre, notamment ça c'est une entreprise individuelle. Ça veut dire que vous et votre entreprise, vous êtes la même personne. Alors la majorité des entreprises individuelles aujourd'hui, c'est de la micro-entreprise. Ou alors nous avons les sociétés, donc de type URL, SARL, SAS, SASU, etc., etc., SCOP. Et là, ça veut dire que vous dissociez en fait vous et votre entreprise. Vous allez créer en fait une personne morale.
Nous sommes dans la même réflexion que ça soit en fait en création ou en reprise. Il va falloir savoir sous quel statut en fait je vais me lancer. Ça, c'est hyper important. Alors, c'est une question que vous allez vous poser très très tôt, mais que nous allons plutôt vous dire de réfléchir en fait en dernier lieu. Tu es plutôt d'accord avec moi, Isabelle? Ok. Donc vraiment, la question du statut juridique, c'est un choix qui est assez important, mais ne vous prenez pas la tête avec ça dès le début. Ce n'est pas le plus important. Le plus important reste quand même votre étude de marché et donc l'aspect financier de votre entreprise. Le statut, après, à la fin, on trouvera toujours une chaussure qui est le mieux adaptée en fait, à votre situation et à votre projet. Alors, les aspects fiscaux et sociaux. Bah là, c'est pareil. On va avoir en fait, pareil, les mêmes choix, que ce soit en création ou en reprise. On va avoir le choix du statut du régime fiscal, avec la TVA, avec le choix des impôts. Est-ce que je vais être sur l'impôt sur le revenu? Est-ce que je vais être sur l'impôt sur la société? Alors ça, si vous voulez avoir plus de renseignements, nous avons un stand des experts comptables qui sauront très bien vous renseigner sur les deux. C'est un peu leur partie de plaisir. On va dire que c'est un peu moins le nôtre. On a aussi sur la question en fait, du réel, ou est-ce que je suis en micro? Alors là, c'est pareil, on ne va pas aller là-dessus parce que vous allez avoir pas mal d'ateliers en fait, sur la micro-entreprise et puis sur la société. Donc, on ne va pas rentrer vraiment dans le détail. Mais c'est des choix qui sont quand même très importants, et notamment sur le statut en fait, de votre régime social. Est-ce que je vais être indépendant, assimilé salarié ou salarié? Alors, là, on peut peut-être prendre un peu plus de temps. Le régime social... Demain, quand vous allez reprendre ou créer, vous allez devoir en fait choisir votre propre protection sociale. En tout cas, c'est vous qui allez supporter votre protection, votre sécurité sociale. Et ça, votre sécurité sociale, le taux de couverture va dépendre justement de votre régime, si je suis indépendant, ce qui permettra de payer moins de cotisations sociales, mais derrière, j'aurai peut-être moins de couverture. Est-ce que je suis assimilé salarié? J'aurai une meilleure couverture, mais à contrario, je vais payer plus de cotisations sociales. Ou est-ce que je suis salarié de ma propre entreprise? Donc ça, c'est possible. Et là, c'est pareil. Du coup, je serai bien mieux protégé, mais je paierai plus de cotisations sociales et je serai soumis aussi au code du travail. Ça, c'est des choix très personnels aussi qui vous concernent. Nous n'avons pas plus une solution à vous apporter qu'une autre. Les trois, en fait, vous offrent pas mal de possibilités, pas mal d'avantages, mais aussi des inconvénients. C'est des questions qu'il faudra que vous posiez quand vous allez créer ou reprendre. C'est où sont mes propres avantages, et de finalement voir en fait qu'est-ce qui est le plus intéressant pour moi ou pas. Alors, l'accompagnement, on peut dire que c'est aussi pareil, un peu le même sur la création et puis sur la reprise. On aura, que ce soit à la Chambre des métiers ou à la CCI, vous aurez droit à des rendez-vous individuels, à des rendez-vous avec des experts, à justement des ateliers, des formations. Donc, vous inquiétez pas, vous pourrez être accompagné. Et d'ailleurs, nous vous conseillons toujours d'être bien accompagné par rapport à vos projets. Ne soyez jamais tout seul. Vous allez déjà être tout seul en fait dans votre entreprise. Donc, soyez accompagnés. Nous sommes là en fait pour vous aider. Nous voyons plusieurs créations, plusieurs reprises chaque année, et donc on peut bien vous conseiller. Après, on est là pour vous conseiller. On ne prendra jamais des choix de décision par rapport à votre entreprise. Et d'ailleurs, un expert comptable, ça sera pareil. Il est là pour vous conseiller, il ne pilotera, il ne dirigera jamais votre entreprise, à aucun moment. Donc n'ayez pas peur, on est là pour vous, soyez accompagnés. Vous avez les mêmes ressources que ce soit en création ou en reprise, et vous aurez droit aux mêmes accompagnements par les chambres consulaires, mais aussi par tous les autres organismes qui sont autour de ce salon. Est-ce que tu as des choses à rajouter, Isabelle? On va peut-être un petit peu vite parce qu'on a commencé il y a 10 minutes. Ah oui. Donc Alexandre, il est à fond là. Il a pris 3 cafés.
On va reprendre un petit peu plus en détail notre accompagnement, puisqu'on a pris un peu d'avance sur le contenu. Les services en ligne, donc vous allez trouver des sites internet sur chacune des organismes de consulaires. Vous avez le site national de BPI qui a BPI-création, où vous allez pouvoir aussi trouver des informations. Et nous sommes soutenus par la région, le conseil régional, avec l'accompagnement au titre du Pass Création. On a la chance d'avoir aussi des accompagnements en mode atelier, comme vous avez pu voir. Donc vous faites des ateliers à la Chambre de métier, on en fait à la Chambre de commerce. Il y a d'autres organismes partenaires dans le cadre de Pass Création qui proposent des ateliers qui sont thématiques, donc du juridique, du comptable, du fiscal, etc. Donc vous pouvez trouver toutes ces informations, ces ateliers grâce au Pass Création, alors que les formations, elles, vont être en général payantes, mais elles peuvent être prises en charge par votre compte CPF. Vous faites des formations de 5 jours à la Chambre de métier. On a les mêmes. Donc, pour les futurs artisans, les futurs commerçants, les futurs industriels, la loi n'oblige plus de manière légale à faire un stage de 5 jours pour entreprendre, mais il est fortement recommandé. On est du coup sur une semaine et vous allez avoir beaucoup plus d'informations en une semaine que sur des petits ateliers comme ça de 45 minutes. On a l'accompagnement qui devient individuel une fois que vous avez pris l'information générale, généraliste. Là, on va commencer à parler que de vous. Mais ça ne sert à rien de vous avoir en rendez-vous individuel pour vous donner des généralités. Donc, c'est quand vous commencez à vraiment savoir ce que vous voulez qu'on va passer en accompagnement individualisé. Et là, comme disait Alexandre, on a des partenariats, notamment avec les experts comptables, mais avec les avocats, les notaires et même d'autres spécialités, notamment marketing, par exemple. Donc, tu fais un atelier demain sur le marketing. On a des partenariats avec des experts du marketing ou de la communication pour vous aider à monter vraiment tout le projet. Et puis après, souvent, c'est à quelle aide j'ai droit. Donc, on va avoir ici, c'est l'avantage d'un salon, tous les gens qui peuvent vous aider à avoir des aides, donc des prêts à taux zéro, voire beaucoup plus rarement des vraies subventions, ou utiliser vos droits au titre du Pôle emploi pour avoir moins de charges, pour ne pas prélever de l'argent en fait, pour votre rémunération. Eh bien, le Pôle emploi peut continuer à verser votre chômage. Ça vous permet de prendre moins d'argent sur l'entreprise. On a d'autres exonérations possibles. Et puis, donc, de temps en temps, ça vaut le coup de concourir. Il y a quelques concours qui vous permettent de gratter de l'argent ou gagner de l'accompagnement ou des choses un peu plus matérielles. Vous faites des concours des fois à la Chambre de métier? Non? Pas nous? Non. Nous, on vous flèche les concours. On est un peu comme eux. On va surtout, quand on parle d'argent et d'aide, on va dire que les organismes consulaires, comme on s'appelle tous les deux, en général, on n'a pas d'argent, mais on sait où en trouver. Donc, on vous dit où aller les chercher. Voilà. Et puis, le salon annuel, on est dedans. Et une fois que vous aurez démarré en création ou en reprise, on peut vous accompagner. Et donc là, ce sont les conseillers entreprises. Donc, toi, tu as cette double casquette. Donc toi, tu continues à les voir après. Moi, une fois qu'ils ont repris, je ne les vois plus. Je leur dis au revoir, bonne vie. Mais toi, tu continues à les voir pendant 3 ans. Dans le cadre du Pass Création, vous allez avoir un point avec des conseillers entreprises pendant 3 ans, qui sont les 3 plus dures années pour un chef d'entreprise ou qui prend ses marques. Donc voilà un petit peu en détail tout l'accompagnement dont vous pouvez bénéficier quand vous démarrez une entreprise. Est-ce qu'il y a déjà des questions par rapport à ces différentes aides? Ou plutôt assez clair. Alors surtout, oui, en effet, n'hésitez pas sur les aides financières. Il y a beaucoup d'aides financières. Alors le premier partenaire financier restera toujours la banque par rapport à vos propres ressources. Mais après, on a pas mal d'aides financières, notamment les prêts d'honneur et des contre-garanties bancaires qui peuvent être assez efficaces, notamment sur la création et sur la reprise. Il y a plusieurs organismes. Et ça, n'hésitez pas. Donc, nous, les chambres consulaires, en effet, on sait vers qui vous orienter par rapport à votre projet. Il y a certains projets, on va plus vous flécher vers certains partenaires et puis d'autres vers des seconds qui peuvent être plus intéressants et plus efficaces pour vous. Surtout, n'hésitez pas. Et surtout, faites attention peut-être aussi sur Internet. On peut voir beaucoup de choses sur Internet, beaucoup de conseils sur Internet, mais qui ne sont peut-être pas les plus spécifique par rapport à votre propre projet.
Ça peut être une bonne mine d'informations, mais des fois c'est soit obsolète, soit des fois trop généraliste. Et il y a des choses qui sont plus particulières, qui peuvent être plus adaptées. Et c'est justement nos rôles de chambre consulaire d'essayer d'aller trouver vos particularités, là où on peut justement aller chercher ce qui est le plus intéressant. Alors, le financement. Justement, le financement, on va voir que c'est à partir de là qu'on va commencer à avoir un peu des différences. Lors de la création, le financement, souvent, on dit qu'on a besoin d'un peu moins d'argent. C'est vrai, puisque je vais juste devoir investir en fait dans mon matériel de production. Alors mon matériel, ça va être mon matériel, l'aménagement de mon local, l'aménagement de mon commerce, mes outils de communication, site internet, etc. Et notamment d'avoir un besoin de fonds de roulement. Besoin de fonds de roulement, qu'est-ce que c'est ? Quand vous allez être une entreprise, vous allez avoir un décalage entre vos ressources et vos dépenses. Vous aurez sûrement des dépenses avant de recevoir les recettes de vos clients. Et donc, j'ai un besoin, en effet, de fonds de roulement qui permet de faire le tampon entre ces décalages, justement, de sortie d'argent et d'entrée. Ça, c'est très important. Alors, on n'a pas de montant précis sur le BFR, puisque là, ça dépend de chaque projet. Mais grosso modo, sur le conseil que je peux vous apporter et qu'on peut vous apporter, un BFR, ça doit pouvoir couvrir au moins à peu près entre 2 et 3 mois en fait, de vos charges fixes. Et ça va dépendre aussi de vos clientèles. Si vous avez des clients particuliers, ils vont vous payer plus rapidement. Mais si vous avez des clients professionnels, ils vont vous payer avec un décalage. Et donc, votre besoin de fonds de roulement sera plus important. C'est pas très grave d'avoir un besoin de fonds de roulement plus important. C'est juste qu'il faut bien, en effet, le préparer. Alors, est-ce que vous pensez justement que la banque va tout financer? Le matériel plus le BFR? Non. Alors, en effet, la banque, elle va très bien financer l'ensemble de vos besoins en fait, matériels et aménagement du local. Ça, aucun problème. Par contre, le BFR, la trésorerie, en règle générale, ils vont beaucoup moins bien aimer et donc ils vont moins financer. Donc ça, c'est votre apport justement financier qui va être là. Et donc la banque va justement souvent vous demander d'avoir un apport entre 20 et 30% de l'ensemble de vos besoins. Souvent, c'est pour couvrir en effet votre trésorerie. Si vous n'avez pas assez, eh ben, on peut quand même trouver des solutions à côté, notamment par des prêts d'honneur qui peuvent être assez efficaces pour vous. Donc sur la création, on est sur un plan de financement qui est quand même assez conséquent, mais qui sera bien moindre que sur une reprise. Sur une reprise, là, le budget, en fait, il est bien plus important, puisque vous allez racheter en fait une entreprise. Donc ça veut dire que vous allez racheter soit des parts, soit un fonds de commerce. Et donc ça veut dire que vous allez racheter en fait une entreprise qui a une valeur, qui dégage un chiffre d'affaires, qui dégage en fait, qui a des clients et donc qui dégage une potentialité et donc une rentabilité qui est déjà là. Ça vaut de l'argent. En plus du matériel, etc., qui est à l'intérieur et du stock aussi. Donc on est sur un budget bien plus important que sur une création et donc qui nous nécessite aussi un apport financier bien plus conséquent aussi, puisque la banque va demander à peu près que vous ayez un apport personnel entre 30 et 45% de votre plan de financement. Donc c'est bien plus important. Ils vont vous demander de prendre un peu plus de risques et en plus sur un plan de financement bien plus conséquent. Donc il faut que vous ayez de la ressource à côté pour vous. Alors là c'est pareil. On peut aller chercher de l'argent à côté, des prêts d'honneur, mais ça ne fera pas tout. C'est aussi vos propres ressources qui seront quand même assez importantes à avoir. Donc on voit sur la création et la reprise, on a la même problématique du financement, sauf qu'on est sur des budgets qui ne sont pas sur les mêmes grandeurs. Et donc c'est déjà la première différence à faire entre la création et la reprise. Attention, on n'allait pas dire que la création, je peux partir avec zéro, pas du tout. Mais on est sur en effet des différences assez considérables. Est-ce que tu veux rajouter des choses ? Oui, on peut donner un ordre de grandeur. Par exemple, sur... alors, je suis chambre des métiers, donc j'ai donné un exemple artisan et puis peut-être tu pourras donner un exemple commerçant. Mais on va dire sur un exemple artisan, je vais vous prendre une entreprise du bâtiment.
un électricien qui se lance seul, aujourd'hui, il a à peu près un besoin de plan de financement pour sa création de 50 000 euros, à peu près. Ça couvre à peu près l'ensemble de ses besoins. Sur une reprise, on est plutôt sur l'ordre de 100 000 à 120 000 à peu près sur une reprise d'une boîte d'électricien. Donc, avec un salarié, souvent il y a un salarié sur ce prix-là. Donc, vous voyez, on est quand même sur presque le double qui est là. Donc, c'est quand même des considérations à prendre en compte. Par contre, ça veut dire que sur les créations, je pars de zéro, donc il faut que je fasse toute ma clientèle, alors que sur une reprise, j'ai déjà une clientèle et donc théoriquement ma rentabilité elle est déjà là. Alors en chambre de commerce, on a aussi bien quelques professions libérales, donc des prestataires de services, des commerçants ou des industriels. Donc si on prend le prestataire de services, des fois il va démarrer avec un plan de financement qui va même être de moins de 10 000 euros, notamment s'il peut se permettre de ne pas prélever en maintenant son pôle emploi, parce que finalement un ordinateur, sa voiture personnelle, et Zou, il part faire de la prestation de service chez ses clients. On peut avoir donc du commerçant. Le commerçant va être dans la même taille souvent que l'artisan. On va être entre, on va dire, 20 et 60 000 euros pour la majorité des projets de création d'entreprise. Et puis, on va avoir par contre l'industriel. On a très très peu de création en industriel. Vous avez bien compris pourquoi. Les industries qui démarrent, c'est surtout des reprises en fait. Donc là, je ne vais pas avoir de chiffres parce que c'est très très peu fréquent. Donc je ne vais pas vous mentir. Concernant la reprise d'entreprise, par contre, un commerçant va souvent aller sur un prix de vente de son fonds de commerce qui va être tout de suite à autour de 100 000 euros. Donc, on peut avoir des projets en reprise d'entreprise à 100 000, 200 000, 300 000 euros, même pour ce qu'on appelle le petit commerce. Mais par contre, là-dedans, on reprend notamment tout le stock et la trésorerie qui est dedans. Concernant l'industrie, là, on est sur de la PME. On peut avoir des budgets qui vont être souvent à partir de 200 ou 300 000 euros et qui peuvent monter beaucoup plus haut. La plupart des dossiers que j'accompagne ne dépassent pas les 1 million, 1,5 million. En dessous, effectivement, c'est beaucoup plus simple à accompagner et à financer, grâce notamment aux prêts d'honneur. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas du tout les mêmes chiffres. Quand on part de 20 000 euros, le prestataire de service en libéral, jusqu'au repreneur d'une entreprise de 45 personnes qui va être à 1 million. Mais on accompagne toutes ces personnes-là par rapport à leur projet, par rapport à leur apport personnel, à leur épargne qu'ils vont consacrer au projet, et par rapport aux prêts d'honneur qu'on peut aller chercher qui nous accompagnent. Sachez que les prêts d'honneur ne sont pas des mêmes montants si vous dites que vous faites une création ou une reprise d'entreprise. On est sur 8 000 euros en créa maximum. On peut monter à 25 000 en reprise maximum. Alors du coup, les bonnes questions à se poser avant de créer. Alors créer, en fait, ça apporte pas mal d'avantages, mais c'est de se dire, est-ce que ça me va en fait de partir depuis une feuille blanche? C'est moi qui construis entièrement mon projet. Ça demande aussi pas mal de temps puisqu'il va falloir que j'aille développer en fait mon idée, la tester auprès d'une clientèle qui pour l'instant en fait ne connaît pas en fait mes produits, mes services, il ne me connaît pas. Et donc il va falloir que j'aille voir justement mon étude de marché. Est-ce que mon idée en fait a un marché qui est derrière? Est-ce que mon environnement est suffisant justement pour que je me crée? L'avantage de la création, c'est que par contre sur la création, c'est très très rapide. Une fois que mon projet en fait il est validé, la création ça prendra peu de temps. Des rendez-vous avec les chambres consulaires ça va assez rapide. On va regarder avec vous en fait pour bien valider le projet. Et après le choix du statut ça prend pas beaucoup de temps et l'immatriculation ça prend encore moins de temps. Et puis au niveau bancaire, on va dire que le délai à peu près pour avoir une réponse bancaire sur une création, une fois que tout est fait, c'est même pas 3 à 4 petites semaines. Donc c'est très très rapide, vous inquiétez pas. Par contre, c'est tout le stade avant qui vous prendra toujours le plus de temps. C'est justement cette étude de marché, c'est d'aller chercher en fait ma clientèle. Est-ce que ma clientèle est suffisamment là pour que justement pour que je puisse lancer mon activité. Après, je découvre mon entreprise aussi à mon propre rythme. Ça va demander aussi du temps.
En général, on dit qu'il y a à peu près 2-3 ans pour que vous soyez bien à l'aise dans votre propre boîte. Le temps aussi de la développer, qu'elle soit rentable et de pouvoir en fait dégager une rémunération pour vous. Et puis ça permet aussi de démarrer seul ou avec des associés, mais c'est quand même beaucoup plus simple aussi de se dire ok, je suis entre moi ou entre des gens qu'on se connaît, qu'on a la même idée, et donc ça permet aussi d'y aller progressivement en fait sur la création. Donc ça apporte des avantages, ça permet d'y aller aussi à son rythme, mais aussi ça demande aussi une grande réflexion de dire je démarre tout seul et justement je démarre aussi d'une feuille blanche, et donc il faut vraiment aller tester mon marché pour savoir si mon marché il est là, il sera suffisamment conséquent pour que je puisse vivre de mon entreprise. Et ça c'est les clés, il ne faut pas surtout le lésiner. Alors j'ai fait un peu de créa aussi, mais aujourd'hui c'est moi l'avocat de la reprise. Eh bien, pourquoi faudrait-il reprendre plutôt que créer? Parce que vous avez compris que ça allait coûter plus cher. Eh bien, vous aurez beaucoup plus d'informations sur le marché, sur l'activité, puisque vous n'allez pas partir de cette fameuse feuille blanche. Vous allez partir de l'existant. Donc, le cédant, le vendeur de l'entreprise, va vous raconter tout l'historique de cette boîte, l'historique aussi éventuellement des salariés. Il a des fichiers clients, il connaît les habitudes du marché, il sait la fréquentation de la boutique, il sait un petit peu tout ce que lui n'a pas eu envie de faire, mais qu'il sait qu'il pourrait faire. Et donc, il va vous donner même les pistes pour grandir plus rapidement. Il va avoir des conseils à vous donner. Ou alors vous allez voir ce qu'il n'a pas fait. Vous allez dire, oula, mais il n'est pas sur Internet. Bon, il y a quelque chose à faire pour gratter du chiffre d'affaires supplémentaire. Il n'y a pas de vente en ligne. Il ne communique pas. Ou alors, la vitrine, elle est bien, mais elle pourrait être mieux. Donc, l'avantage d'une reprise, c'est que non seulement vous avez le chiffre d'affaires, entre guillemets, qui vient tout seul par l'ancienneté de l'entreprise et de ses clients, mais en plus, vous allez pouvoir faire un plan de développement beaucoup plus rapide. Donc, vous partez d'une chose qui est déjà opérationnelle. Il y a les salariés, ils ont leurs habitudes, ils ont leur motivation, et puis il y a tout le matériel, tous les clients, tous les contrats fournisseurs, tout est déjà en place. Et le cédant va vous accompagner. Donc vraiment, vous avez beaucoup moins d'inconnus qu'en création. Vous ne savez pas si ça risque de marcher. Vous savez que ça a marché depuis de nombreuses années et que vous allez peut-être réussir soit à faire aussi bien, soit même à faire mieux avec l'existant. Par contre, si vous reprenez là où il y a des salariés, est-ce que vous savez manager? Est-ce que vous êtes prêt à donner des ordres, à motiver les troupes, à leur faire aller plus haut et plus vite? C'est une vraie question. Êtes-vous vraiment prêt déjà, dès le début, à reprendre avec du personnel? Et puis, forcément, vous avez compris que l'argent est le nerf de la guerre en reprise d'entreprise. Avez-vous suffisamment d'argent pour être candidat à la reprise d'entreprise? Voilà un petit peu les questions à se poser. Si on hésite et qu'on a envie de reprendre, posez-vous ces questions-là. Donc, en gros, quels sont vos objectifs personnels et professionnels? Cette question, on l'a mise là. Mais ça s'applique bien sûr à la création comme à la reprise d'entreprise. Alors justement, les enjeux de la création. Donc c'est d'avoir déjà un produit adapté. On revient toujours sur cette idée de votre étude de marché. C'est hyper important, c'est d'aller confronter en fait votre projet, votre idée avec le marché qui est existant. Est-ce que finalement j'ai toujours en fait cette clientèle qui est suffisante, et est-ce que mes produits répondent en fait à une attente de la clientèle? Les enjeux aussi, c'est de bien estimer en fait vos investissements. Est-ce que je pars avec suffisamment de matériel? Est-ce que finalement mon matériel il n'est pas sous-dimensionné et donc qui va me poser une problématique que je n'ai pas finalement assez de matériel pour répondre en fait à l'ensemble de mes besoins? Et ça, c'est un enjeu très important à faire dès le début. Parce qu'une fois que vous avez créé, ne comptez pas aller revoir la banque au bout d'1 an. Elle ne va pas vouloir en fait refinancer un projet. Elle va vouloir en fait voir votre entreprise, comment elle vit depuis au moins 2-3 ans. Donc ça veut dire que autant sur la création, elle va vous suivre sur vos besoins un peu les yeux fermés.
enfin presque les yeux fermés, mais l'ensemble de vos besoins, elle va dire OK, on peut y aller. Par contre, si vous retournez les voir au bout de 6 mois, 1 an, de dire j'ai besoin de nouveaux matériels, là ils vont tiquer, ils vont dire peut-être pas quand je vais pouvoir t'aider, pas tout de suite. Il va falloir que je vois en fait la rentabilité de ton entreprise. Est-ce que tu dégages finalement assez de rentabilité pour que je réinjecte en fait un nouveau prêt? Et donc, ça peut poser un problème pendant la création de savoir si j'ai assez bien estimé ou pas mes investissements. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à voir. On peut dire que c'est un peu les mêmes questions qu'on peut se poser aussi sur la reprise de est-ce que mes produits, enfin mon matériel est vétuste ou pas, qu'il faut changer. Enfin, c'est des questions peut-être à se poser après. Et donc, c'est aussi étudier cette viabilité de votre projet de création. Aussi, c'est de voir est-ce que finalement, ma clientèle sera suffisante pour dégager mon chiffre d'affaires qui sera suffisant pour que je puisse être rentable et notamment tirer une rémunération. On peut avoir, même si on a des aides de Pôle emploi les 2 premières années, ce n'est pas indéfini. Et donc, ça veut dire qu'au bout d'un moment, mon entreprise doit pouvoir me rémunérer. Et donc, elle dégage un chiffre d'affaires conséquent, assez suffisant pour que je puisse en vivre. Et puis après, c'est justement aussi les enjeux, c'est de se former à cette nouvelle posture de chef d'entreprise. Mais ça qu'on va retrouver sur la création et comme sur la reprise. C'est des postures qui sont différentes que quand je suis salarié et qu'il faut que je sois à l'aise. Et donc, ça veut dire que je vais aussi avoir plusieurs casquettes. Je vais avoir la casquette de technicien. C'est moi le premier. C'est moi qui vais produire en fait les biens de mon entreprise. Je vais aussi communiquer. Je vais être le premier commercial, mais je vais être aussi le premier gestionnaire. Même si j'ai un comptable, c'est pas lui qui va gérer votre entreprise. Il va vous conseiller. C'est vous qui allez la gérer. Et puis après aussi, vous aurez plein d'autres casquettes plus ou moins plaisantes à avoir. Mais ça, c'est des postures en fait à avoir et à se poser la question avant votre projet de dire quels sont mes atouts, quelles sont mes faiblesses et justement de me former par rapport à mes faiblesses. Et donc après, c'est aussi gérer le sentiment d'isolement. Ça, on en a un petit peu parlé. Quand je crée, je peux être tout seul et donc ça veut dire aussi que je peux être des fois un peu isolé par rapport à mes propres problématiques. Et ça, n'hésitez pas à contacter les chambres consulaires, mais aussi à intégrer des réseaux de chefs d'entreprise qui vous pourrez échanger ensemble des problématiques que vous vivez sur votre entreprise. Et ça, c'est assez important. Les enjeux pour la reprise sont un petit peu différents parce que le rythme va être différent. Vous allez surtout avoir besoin de ne pas être pressé. Donc c'est un peu l'inverse de création d'entreprise. En création d'entreprise, vous êtes le chef d'orchestre. Vous allez mener votre entreprise, d'abord votre étude de marché, ensuite contacter vos fournisseurs, commencer à démarcher des clients, commencer à aller chercher tous les prestataires qui sont nécessaires pour une entreprise, assureurs, banquiers, etc. Et ensuite, vous allez pouvoir aller chercher vos financements et démarrer. Vous voyez qu'à chaque fois, c'est vous. En reprise, c'est l'inverse. En reprise, vous cherchez une entreprise, après vous attendez. Vous attendez que le dirigeant vous recontacte, vous attendez que l'expert comptable vous donne son bilan, vous attendez que le cédant veuille bien vous rencontrer, etc. Vous êtes candidat à la reprise beaucoup plus que vous êtes porteur de projet de création d'entreprise. Et donc, comme vous ne décidez pas du rythme, il faut des fois vraiment prendre son mal en patience. Donc, si vous voulez que ça aille très vite, un projet de reprise d'entreprise n'est pas pour vous. Un projet de création, oui, il va aller vite. Alexandre le disait tout à l'heure. En reprise d'entreprise, les reprises les plus faciles, les reprises dites de fonds de commerce artisanal, fonds libéral ou fonds commercial, on va être sur, dans le cas les plus rapides, sur presque le même temps que la création, mais quand même, on prend 3 mois de plus en général. Autant pour une création, on va dire on peut compter 9 mois, autant une reprise rapide, c'est 9 à 12 mois. Si on parle d'une reprise de PME d'entreprise, là, 18 à 24 mois, c'est le minimum. Donc imaginez un petit peu aussi l'entourage, comment vous allez pouvoir leur dire que pendant 18 ou 24 mois, eux, ils vous voient entre guillemets dans votre salon, parce que vous attendez qu'un expert comptable vous recontacte, qu'un dirigeant d'entreprise vous recontacte. C'est compliqué à vivre. Donc il faut vraiment organiser ce marathon de la reprise d'entreprise. C'est un gros enjeu, savoir si vous êtes maître du temps ou si vous acceptez de ne pas l'être.
Évaluer l'entreprise, évidemment que c'est un enjeu. Si on se trompe de valeur, on va avoir du mal à aller au bout au niveau des financements. Et puis, il faut faire l'audit. L'audit, c'est vérifier qu'on n'est pas en train de vous vendre de la daube. Donc, attention à ça. Est-ce que le matériel est aux normes? Est-ce que les salariés vont bien rester? Est-ce que vous allez réussir à les garder, à les motiver? Ou est-ce que vous êtes en train d'acheter une coquille vide? Donc, l'audit va vous permettre de vérifier l'état du matériel, l'état des entrées et des sorties du personnel, etc. On n'est pas obligé d'aller faire un audit forcément complètement physique. On a des documents comptables qui servent à ça. Il faut être efficace immédiatement dans le rôle de dirigeant parce que, contrairement à la création d'entreprise, les salariés, les clients, les fournisseurs, hier, c'était un autre patron. Aujourd'hui, c'est vous le patron. On vous demande d'être au taquet immédiatement. Donc, attention, c'est ça l'enjeu sur lequel il faut réfléchir quand on a un projet de reprise d'entreprise. Et puis, vous allez reprendre tous les salariés. Tous, absolument tous. Donc attention, il y a peut-être des salariés qui sont démotivés par votre arrivée ou qui étaient démotivés avant. Donc il y a une question managériale très importante pour convaincre, bien communiquer auprès des équipes, leur dire que vous êtes là en tant que repreneur et que vous allez être à leur côté tout autant, voire mieux que le prédécesseur. Donc il y a un gros enjeu managérial. Si vous reprenez les équipes, il faut absolument qu'elles restent. Ou pas, il y a peut-être quelques boulets cachés dans le lot, mais ce sera à vous de les identifier. Votre dirigeant vendeur n'a pas le droit de licencier du personnel avant la reprise de l'entreprise. Ce qu'il y a uniquement en général comme négociation, c'est le conjoint. Le conjoint peut démissionner dans la période de la cession de l'entreprise. Donc l'enjeu pour une reprise, vous voyez, pas tout à fait la même qu'une création. C'est pour ça qu'on a bien voulu faire le distinguo. Là, il s'agit de maintenir l'activité ou voire de la développer. On n'est pas sur le même rythme qu'une création d'entreprise. Alors, notre repreneur ou notre créateur nous a lâchés. On est désolé, c'est pour ça qu'on meuble. Nous n'avons pas de témoignage et c'est pour ça que nous allons plutôt demander l'avis à la salle. Et si vous avez des questions, on va faire circuler le micro. On a 10 petites minutes, très petites. Déjà, est-ce que par rapport au premier sondage, ceux qui envisagent de s'installer à leur compte auraient une préférence pour la création? On va voter à main levée. Qui préférerait la création que la reprise, maintenant qu'on vous a expliqué un petit peu les enjeux et les différences? En création, si vous voulez lever le bras. Alors, on a déprimé tout le monde. Il y avait plus de monde tout à l'heure, c'est dingue. OK. Et en reprise, est-ce que j'en ai convaincu certains de venir sur les reprises d'entreprise? Pas beaucoup. Ça coûte cher, mais ça réussit mieux, hein. Alors, Alexandre, il va refaire la vente dans l'autre sens. Alors, moi, je dirais, est-ce qu'on peut choisir les deux? On va dire qu'il y a peut-être une nuance. Des fois, on peut partir sur une création, mais une reprise peut être aussi un très bon moyen de développer une entreprise qui existe déjà. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça, mais nous, des fois, dans certains secteurs en fait, artisanaux, il y a des entreprises qui sont cédées et qui sont reprises, non pas par un primo-repreneur, mais par un repreneur qui a déjà une entreprise et qui va racheter une entreprise en fait, pour développer celle qui existe, celle qu'elle a déjà. Donc, au final, à un moment donné, vous pouvez être face en fait, à ces deux situations de partir sur une création, mais à un moment, en fait, d'en reprendre une pour développer, puisque vous, en fait, comme disait Isabelle, vous allez racheter en fait une part de marché, et donc c'est un très bon moyen aussi quand même de développer en fait une entreprise. Donc après, on a déjà vu ça. Est-ce que tu peux rajouter un petit mot? Vous avez compris qu'en reprise d'entreprise, le problème, c'est le timing. Et donc, j'ai beaucoup de repreneurs qui montent à la côté un projet de création d'entreprise pour compléter en fait leur agenda notamment et éventuellement pour reprendre la main sur le timing. C'est-à-dire que comme on dépend complètement des délais des cédants, des experts comptables des cédants, des avocats des cédants, eh bien, le temps qu'ils passent à attendre, eh bien, souvent, ils montent un projet de création en parallèle, plutôt dans la prestation de services, des choses qui justement qui coûtent pas trop cher et parfois ils se retrouvent à créer avant même de reprendre. Et donc ça peut
enfin, je veux dire, c'est pas antinomique, parce que tout ce que vous allez apprendre sur la couverture sociale, sur le statut juridique, sur le business plan, sur le plan de financement, sur le seuil de rentabilité, tout s'applique aux deux, et c'est ce qu'on vous a dit dès le début. Comme tout s'applique aux deux, que vous choisissiez finalement de créer ou de reprendre, la connaissance de base, elle est la même. Donc, vous pouvez choisir de ne pas choisir. Ça, c'est l'avantage. Voilà. On va passer avec le micro s'il y a des questions. Parce qu'on laisse toujours les 5 dernières minutes pour les questions. La première est la plus difficile à poser. Donc, je vous propose de passer directement à la deuxième. Qui a une deuxième question à poser ? Bonjour. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un électricien qui se lançait en création. Vous avez parlé de 50 000 €. Est-ce que vous auriez les grandes masses pour qu'on comprenne mieux qu'est-ce qui compose les 50 000 ? Apparemment, c'est le camion. Ah, c'est le camion. C'est la moitié des 50 000 à peu près. Et après, le reste, on va avoir à peu près, grosso modo... Alors, ça dépend si vous avez déjà du matériel ou pas que vous avez. Puisque souvent, en fait, dans une création, on va apporter aussi déjà du matériel qu'on a déjà nous-mêmes et qu'on va injecter dans l'entreprise. Donc, ce qui permet aussi de réduire un petit peu le plan de financement. Mais on va dire que le matériel, ça va coûter à peu près dans les 10 000. Et donc, on a à peu près, grosso modo, 5 à 10 000 € après aussi de trésorerie qui est là. Et puis, donc, il nous reste un petit 5 000 à peu près pour la communication qui est assez importante. Flocage, site internet, etc., etc. Donc, on est à peu près sur ces ordres de masse, à peu près sur les entreprises du bâtiment. Sur une création, aussi, on va se rejoindre un peu dans le commerce, mais on a aussi tout ce qui est boulanger, charcutier, boucher, etc. Là, on est sur des plans de financement plutôt de un peu plus de 100 000 €. Dans ces 100 000 €, on a à peu près, grosso modo, de la moitié qui est sur l'aménagement du local. Les vitrines, les peintures, l'électricité, etc. Voire même plutôt 60-70 000 € en fonction en fait, des travaux qu'il y a à l'intérieur. Après, un peu de matériel et c'est beaucoup de trésorerie aussi qui seront nécessaires en fait, sur ce type d'activité. Troisième question. La deuxième. Oui, alors moi, en tant que pâtissière, je voudrais reprendre... en fait, je ne sais pas si je crée ou je reprends. Je ne sais pas finalement dans quelle catégorie je me place. Sachant que si je trouve un local qui est déjà aménagé, voilà, mais que je change la destination que je change de clientèle, je ne sais pas dans... Enfin, voilà, je sais pas dans... Si je suis en création ou en reprise, si finalement en fait, j'ai le local qui est déjà à destination d'une pâtisserie, mais que je souhaite en faire autre chose. Je ne sais pas comment vous dire. Bonne question. Il y a peut-être la notion de pas de porte derrière. En fait, donc là, vous avez un projet et le local, il va être bien destiné à ça, c'est-à-dire vraiment déjà de la clientèle, vraiment pâtisserie aussi, ou pas. Si le local est déjà destiné à ça, vous avez un bail commercial qui est déjà en place avec l'activité qui est décrite qui correspond à votre activité. Dans ce cas-là, ça s'appelle une reprise parce que c'est la reprise du fonds de commerce. C'est-à-dire que les gens viennent déjà acheter des gâteaux et vous allez vendre des gâteaux. Alors, ce ne sera pas la même gamme, ce ne sera pas le même prix, ce ne sera pas la même recette, mais ça reste des gâteaux. D'accord ? Donc, ça dépend de la nature du bail commercial en tant que tel. Si, par contre, le bail commercial était très différent, déjà, il faut vérifier que vous allez pouvoir le faire. Parce que si vous reprenez, par exemple, un local qui est un restaurant pour le transformer en pâtisserie, il faut vérifier que vous avez le droit de le faire. Et de toute manière, à partir du moment où l'activité est trop précise dans le bail commercial et que vous devez ce qu'on appelle déspécialiser, c'est-à-dire ne plus être spécialement sur l'activité qui est décrite pour pouvoir faire autre chose. Et des fois, on a des problèmes sur les métiers de bouche. Alors, les métiers de bouche, parce que souvent, il y a des problèmes d'odeur, de sécurité autour justement du fait qu'on va chauffer. Ça crée des odeurs. Donc, il faut les systèmes de ventilation, il faut les absorbeurs d'odeur, de bruit, etc. Donc, des fois, les locaux ne sont pas prévus pour.
Donc même si vous prenez un restaurant, c'est pas forcément... Enfin, un restaurant peut être transformé en pâtisserie. Une pâtisserie est beaucoup plus difficile à transformer en restaurant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où vous changez la nature du bail, on n'est plus sur une reprise, mais on est sur effectivement une création. Et là, du coup, vous ne reprenez pas un fonds de commerce, vous reprenez le pas de porte. Le pas de porte qu'Alexandre citait, c'est le fait que, justement, le pas de la porte, lui, il n'a pas bougé. Et donc, les clients potentiels, c'est-à-dire les piétons qui marchent devant la vitrine, eux, sont toujours là. Que vous vendiez des chaussures, des vêtements ou des gâteaux, le pas de porte, entre guillemets, est le même. C'est-à-dire que la nature des piétons et de la zone d'habitation, la catégorie socio-professionnelle et donc le chiffre d'affaires potentiel n'est pas le même dans hyper centre-ville de Rennes ou à Mordel ou à Dole de Bretagne ou à Bagarre-Piquant. Hein. Oh. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le pas de porte n'est pas lié à l'activité. Mais vous devez vérifier que vous aurez le droit de changer l'activité du bail. Donc voilà, vous êtes peut-être une créatrice, peut-être une repreneuse. Ça va dépendre du local que vous trouvez et de la nature actuelle du local. Par contre, ça veut dire que la notion aussi de temps, si je change mon bail, sera aussi un peu plus long. Puisqu'il faut que j'aille voir en fait, le propriétaire, qu'on aille revoir peut-être un avocat ou des notaires. Donc, on rajoute aussi un peu de laps de temps par rapport à en fait, une création pure, si c'est un local en fait, nu, etc. Une dernière question ? Rapide ? Moi, j'avais une question sur la reprise par rapport au prix de vente de n'importe quelle reprise. Comment c'est défini en fait ? Alors ça, c'est un atelier à lui tout seul. Mais cet atelier, il n'est que le début des 2 jours de salon. Nous sommes sur le premier salon. Vous avez le mode d'emploi de la reprise cet après-midi à 15h, où on va un petit peu plus aller sur les étapes, une par une. Et il y a un atelier sur la valeur demain, je crois. Désolé, il faut revenir demain. Sinon, les grandes familles de valorisation. Vous avez tout le commerce, l'artisanal, les professions libérales. On est sur un pourcentage de chiffre d'affaires ou un pourcentage d'EBE, plutôt un pourcentage de chiffre d'affaires. C'est ce qu'on appelle les valeurs de marché. On a ensuite les autres analyses qui sont les analyses de valeurs de rentabilité, c'est-à-dire combien l'entreprise rapporte chaque année, et on va projeter dans les années à venir sa rentabilité en tant que telle. Et on va avoir une autre grande famille qui est la valeur patrimoniale. En valeur patrimoniale, on va regarder la liste de l'ensemble de ce que l'entreprise possède dans son actif, dans son bilan. Et on va y ajouter ce qu'on appelle le goodwill, la survaleur, qui est le fait que 1 plus 1 égale 3, puisque l'entreprise existe déjà. Donc déjà, il y a 3 familles de valorisation. Et dans chaque famille de valorisation, vous avez genre une dizaine de manières de faire. Donc on compte en général, reconnu dans la presse économique, une 30aine de méthodes de valorisation différentes. Ouais. Et vous avez par contre les ratios des centres de gestion agréés qui vous donnent les pourcentages de chiffre d'affaires pour le commerce et l'artisanat surtout. Et donc, vous avez quand même, dans les reprises de fonds de commerce, des grandes valeurs qui sont assez connues. On sait que, par exemple, un boulanger, c'est 70% de son chiffre d'affaires en ce moment. Ça a été 110 dans les années 2000. Ça va peut-être remonter à nouveau, et ainsi de suite. Un coiffeur, j'ai fait 10 ans de chambre de métier, donc c'est pour ça. Le coiffeur, c'est 60% du chiffre d'affaires. Après, ça peut être 70 à Rennes, et puis ça peut descendre à 40% en campagne. Mais on a comme ça, nous, des ratios qu'on retient 20 ans plus tard, on les a toujours en tête. Donc, il y a des choses comme ça qui existent, qui sont des choses très, très rapides. Et pour les reprises de PME, en général, c'est 3 à 6% de leur EBE, leur excédent brut d'exploitation, retravaillé, retraité. Mais c'est pour vous donner, pareil, pas ne vous dire que ça dépend s'il y a du vent, mais voilà, c'est des ordres de grandeur rapides. Et juste en dernier conseil, ne vous fiez jamais à la valeur de l'entreprise donnée par l'expert comptable de l'entreprise qui est vendue. Ayez votre propre expert comptable. C'est un peu, on va dire, la base du conseil. Ne vous fiez pas, c'est pas qu'il est mauvais, hein, mais forcément, en fait, il va aussi valoriser par rapport à son client. Donc, prenez aussi des regards extérieurs. Merci à tous pour cet atelier.